En ces temps d'incertitude politique où l'on voit la pauvreté progresser de jour en jour, on se prend parfois à rêver d'une personne capable de fédérer les gens et d'incarner une forme de résistance et de justice. Si la réalité est assez décevante sur ce sujet, il nous reste heureusement la littérature et le cinéma dans lequel se trouve ce personnage, ce bandit social au grand cœur qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler de... Robin de Locksley. Robin des Bois. Robin de Locksley. Culture... et préjugés. Et si je vous disais qu'à l'origine, il n'y a ni Frère Tuck, ni Marianne, ni Richard Cœur de Lion et ni Prince Jean dans la légende de Robin des Bois. Il faut dire qu'elle a bien changé au fil des siècles, cette légende, à tel point que j'ai décidé de vous en faire 2 épisodes. Il y a de quoi faire, croyez-moi, et pour ça, on va suivre un fil relativement chronologique. Dans cet épisode-ci, je vais vous raconter les origines médiévales de Robin des Bois et son évolution jusqu'à la fin du XVIe siècle. Allez, c'est parti. Nous sommes en 1377 en Angleterre. Cette année-là, le nom de Robin des Bois est couché pour la première fois sur le papier, ou plutôt sur le parchemin, en l'occurrence dans Piers Plowman, un très long poème de William Langland que nous connaissons sous le titre de Pierre le Laboureur. Dans ce texte, Slot, un prêtre paresseux, est assis dans une taverne et raconte à qui veut l'entendre qu'il ne connaît pas son autre père, mais que, par contre, il peut réciter quelques rimes de Robin Hood, qui est le nom anglais de Robin des Bois. C'est une simple allusion, mais elle laisse entendre qu'en cette fin de XIVe siècle, le personnage de Robin des Bois est déjà tellement populaire qu'un moine connaît mieux les rimes qui lui sont dédiées que ses propres prières. Ça signifie que Robin Hood est issu d'une tradition orale, qu'il est par nature impossible de dater. Certains chercheurs estiment qu'il a fallu au moins 2 générations pour que le personnage prenne racine dans l'imaginaire populaire, ce qui nous ramènerait vers le XIIIe siècle, mais en vrai, on ne peut pas dater précisément la naissance du mythe de Robin des Bois. En fait, Robin Hood nous est connu par les ballades. On en compte presque une quarantaine, mais seulement 5 d'entre elles sont médiévales. Elles datent du XVe siècle. Pour rappel, on considère que la période du Moyen-Âge va du 5e au 15e siècle. Donc en fait, les ballades qui chantent les aventures de Robin des Bois datent de la toute fin du Moyen-Âge. Et la majorité des autres ballades sont ce qu'on appelle des broadsides, des ballades imprimées sur des feuilles volantes, peu chères et très largement diffusées au XVIe et XVIIe siècle, donc bien plus tard. Mais pour l'instant, restons au Moyen-Âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Robin des Bois médiéval est très différent du Robin des Bois hollywoodien. C'est un héros local, un yeoman. Mais non, un yeoman. Y-E-O-M-A-N. Les yeomen sont des petits propriétaires terriens, des sortes de paysans aisés si vous voulez. Et oui, Robin des Bois, à la base, était un paysan. Les yeomen ne sont donc pas nobles, mais ont une certaine liberté qui permet au personnage de Robin d'évoluer au fur et à mesure des textes. Et il arrive plein de choses au yeoman Robin. L'une des plus anciennes ballades s'intitule Robin et le moine. On connaît à ce jour 2 exemplaires seulement de ce texte qui a été écrit autour de 1420. Il raconte que Robin marchait avec Petit Jean et Much, le fils du meunier, et Robin souhaitait aller à la messe à Nottingham pour prier la Vierge. Parce que oui, le Robin des Bois médiéval était très dévot, mais principalement envers la Vierge, on en reparlera. Il fait un pari avec ses 2 compères, pari qu'il perd, mais que, mauvais perdant, il refuse d'honorer. Il s'en va donc seul à Nottingham, dans la petite église Sainte-Marie, où un moine l'aperçoit et le dénonce au shérif. Robin est capturé. De leur côté, Petit Jean et Much rencontrent le moine et son page, le page étant un serviteur souvent très jeune, qui sont en chemin pour aller annoncer au roi la capture de Robin. Apprenant cela, Petit Jean et Much les attaquent et leur coupent la tête, à tous les 2. Petit Jean et Much rencontrent ensuite le roi et, pour faire vite, le trompent et délivrent Robin. Cette ballade résume assez bien l'esprit des textes médiévaux sur Robin des Bois. Il y a déjà ce qu'on appelle un outlaw, un hors-la-loi, bien qu'on ne nous dise pas pourquoi il est hors-la-loi, ni pourquoi il vit dans la forêt. On peut imaginer que les gens à qui s'adressaient ces ballades n'avaient pas besoin de ces informations parce qu'ils les connaissaient déjà. Un autre élément qu'on retrouve aussi dans d'autres ballades, c'est le fait que les ecclésiastiques sont souvent la cible de Robin et de ses compagnons.
Il faut dire que depuis la fin du XIVe siècle, l'Angleterre est engagée dans une sorte de pré-réforme. Petit rappel, la réforme, avec un R majuscule, qui a eu lieu au XVIe siècle, a donné naissance au protestantisme, et la réforme anglaise s'inscrit dans ce contexte, mais dès la fin du XIVe siècle, on trouve des textes comme ceux de John Wycliffe qui s'insurgent contre la corruption de l'Église. C'est donc dans l'air du temps. Et puis, il ne vous aura pas échappé que l'histoire de Robin et du moine est bougrement violente. On a quand même Petit Jean et son pote qui décapitent un moine et un jeune garçon. On est assez loin de l'image policée du Robin hollywoodien très propre sur lui. Cette violence, on la retrouve dans une autre des plus anciennes ballades intitulée Robin des Bois et Guy de Gisbourne, dans laquelle, spoiler alerte, Robin des Bois décapite son ennemi Guy de Gisbourne, plante sa tête sur son arc et la défigure à coups de couteau. Et ouais, le Robin des Bois médiéval, en plus d'avoir mauvais caractère, est relativement cruel. Mais pas que, c'est aussi un petit marrant des fois, comme dans la ballade Robin des Bois et le potier, où Robin se déguise en potier pour tromper le shérif. Oui, au niveau des titres des ballades, on est un peu sur une tendance Martine. Martine va à la plage, Martine et son petit chien, Robin des Bois et le moine, Robin des Bois et le potier. Bref, tout ça nous amène à la toute fin du Moyen-Âge, où les textes sur Robin des Bois commencent à être rassemblés. Entre 1450 et 1500, on imprime la geste de Robin des Bois. L'imprimerie vient d'être inventée. Une geste, c'est un ensemble de poèmes épiques qui retracent les aventures de personnages réels ou fictifs. Ces textes sont souvent d'abord autonomes, ce qui est le cas ici, pour être ensuite mis ensemble et former un cycle. Dans la geste de Robin des Bois, qui compte plus de 450 strophes, on nous raconte par exemple un épisode qui se déroule dans la forêt de Barnesdale et dans lequel Robin aide un chevalier endetté auprès d'un abbé. Oui, encore un ecclésiastique. Ou bien encore un autre épisode qui se situe dans la forêt de Nottingham et dans lequel Robin participe à un concours d'archers, après lequel il reçoit le pardon du roi. Rappelons qu'il est hors la loi. Par la suite, de nouveau disgracié, il retourne vivre dans la forêt pendant 20 ans. Et la geste s'achève par la mort de Robin, trahi par l'abbesse de Kirklees. La geste, en plus des ballades plus anciennes, va former un petit noyau stable de la légende de Robin des Bois. On retrouve ce noyau à travers un certain nombre de motifs qu'on verra réapparaître dans la littérature et au cinéma, comme la vie en communauté dans les bois, les voyageurs fortunés obligés de partager le repas des outlaws, un moine ou un abbé qui est volé parce qu'il disait n'avoir rien dans ses poches, Robin qui se déguise, le shérif attiré dans un piège en forêt ou encore la réconciliation avec le roi. Et surtout, à la fin du Moyen-Âge, un nouveau personnage devient de plus en plus récurrent et finit par s'installer durablement dans la légende. C'est Frère Tuck, qui apparaît pour la première fois dans une pièce de théâtre en 1475. Rappelez-vous, j'ai dit que Robin était plutôt une figure anticléricale. Mais en même temps, Tuck est un personnage qui va plutôt dans son sens, puisqu'il ne respecte pas ses vœux. Il vole, il pille et il se bat à coups de massue. Toutefois, même si Robin finit par avoir un ecclésiastique à ses côtés, celui-ci ne fait absolument pas partie des puissants. Et c'est important parce que Robin Hood est issu du peuple et représente une forme de lutte contre les autorités corrompues. Plutôt locales, les autorités, que ce soit à travers le shérif ou à travers les puissants de l'Église. Et si, à l'aube de la Renaissance, Frère Tuck a rejoint Robin des Bois, il y a un certain nombre de personnages et d'éléments qui nous sont familiers, mais qui n'existent pas encore. Avant de considérer tout ce qui n'existe pas, voyons d'abord ce qui est déjà en place. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Petit Jean est là depuis le début. D'ailleurs, ce n'est pas forcément un second rôle. Parfois, c'est lui qui est mis en avant dans les ballades, à tel point qu'on a pu penser qu'il existait des histoires relatives à Petit Jean avant celles de Robin des Bois, et que ce serait Robin qui se serait greffé sur les histoires de Petit Jean, tout comme les autres personnages se sont par la suite greffés sur les histoires de Robin des Bois. Parmi les personnages qui sont déjà présents, on peut citer aussi Will Scarlet, c'est-à-dire Will l'Écarlate, qu'on a rebaptisé Gilles dans le film avec Costner, allez savoir pourquoi, Guy de Gisbourne et bien sûr le shérif de Nottingham. J'en profite ici pour faire un tout petit aparté sur ce qu'est un shérif dans l'Angleterre médiévale. L'Angleterre à la fin du Moyen-Âge a un système administratif extrêmement bien huilé. Les shérifs ont une fonction qui existe depuis la période anglo-saxonne, c'est-à-dire avant la conquête normande de 1066. Le shérif est un des rouages de cette administration, c'est une sorte d'homme à tout faire du gouvernement royal en province. Il est responsable de l'ordre public, il préside la cour de justice et il collecte les taxes. Les bonnes villes paient de jolies taxes,
de jolis taxes. Dou. Les shérifs ont donc beaucoup de pouvoir et de nombreuses possibilités de s'enrichir illégalement. C'est pas pour rien qu'on dépense beaucoup d'argent pour obtenir un poste de shérif. Il arrive d'ailleurs souvent que ce soit les grands seigneurs du comté qui obtiennent ces postes et il n'est pas rare de les voir se transformer en de véritables petits tyrans locaux. L'histoire de Robin des Bois qui combat le shérif est donc tout à fait crédible dans l'Angleterre médiévale. Locksley, je vais t'arracher le cœur avec une petite cuillère. Enfin, s'il est un élément indissociable de la légende de Robin Hood et qui est présent depuis le début, c'est bien son arc. L'arc est une arme de jet, vous le savez, et en cela très loin du pseudo-code chevaleresque de la guerre médiévale qui privilégie le corps à corps. C'est pour ça que c'est une arme méprisée, du moins par les nobles qui lui préféraient inévitablement l'épée. L'arc était l'arme du pauvre, du chasseur à pied, c'était l'arme du yeoman. D'ailleurs, c'est parmi cette catégorie de gens qu'étaient recrutés les fameux archers anglais qui nous ont mis la misère à Azincourt en 1415 pendant la guerre de 100 ans, ce qui leur a permis d'obtenir un statut plus important. Et ce sentiment d'appartenance à une classe sociale qui a maintenant une forme de pouvoir est palpable à travers les ballades médiévales. Voyons maintenant ce qui n'existe pas encore dans ces ballades. Si Robin était yeoman, on l'a dit, cela veut dire qu'il n'est pas noble. Excite le Robin de Locksley d'un certain nombre de films. Et même si Robin n'est pas noble et est hors la loi, ça ne fait pas pour autant de lui un rebelle social, car dans les ballades médiévales, il ne vole jamais aux riches pour donner aux pauvres. Tout au plus est-il précisé à la fin de la geste que Robin est l'ami des pauvres, mais ça va pas plus loin. La première fois que Robin Hood est montré comme redresseur de tort, c'est dans l'histoire du chevalier pauvre que j'ai cité tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que le chevalier s'était fait voler son argent par un moine. Eh bien, Robin aide ce chevalier. Donc, si au Moyen-Âge, Robin des Bois vole pour lui et ses compagnons, on peut aussi dire, comme pour l'histoire du chevalier, qu'il vole les riches pour donner à d'autres riches. C'est moche, hein ? En fait, c'est le gentleman Robin qui est charitable. Le Robin noble, celui qui n'existe pas encore. Vous le voyez, Robin est bien différent au Moyen-Âge de celui que l'on connaît maintenant, mais il faut dire qu'il n'évolue pas dans le même contexte. Ça vous aura pas échappé, dans les ballades que j'ai mentionnées, il n'est question ni du prince Jean, ni de Richard Cœur de Lion. Pourtant, rappelez-vous, dans Robin des Bois et le Moine, il est bien question d'un roi à qui Robin devait être livré et qui est bien présent en Angleterre, et donc pas parti en croisade comme Richard Cœur de Lion. Un roi qui finit par pardonner à Robin, mais qui n'est jamais expressément nommé, sauf dans un des épisodes de la geste qui met en scène un roi nommé Édouard. Et il y a eu 3 rois Édouard en Angleterre entre la fin du XIIIe siècle et la fin du XVe siècle, ce qui fait qu'au moins les chercheurs sont d'accord sur le fait que le contenu des ballades les plus anciennes ne peut pas renvoyer à la période de la fin du XIIe siècle, qui est la période où a vécu Richard Cœur de Lion. C'est trop tôt. Le XIIe siècle, c'est une sorte d'apogée de la civilisation médiévale, pour aller vite. Il n'y a pas eu de grandes épidémies depuis près d'un siècle, pas de grandes famines depuis 3 générations, ce qui est assez exceptionnel, et même si on est dans un système qui fait que la domination de la noblesse est très importante, ce n'est pas une période misérable. Du moins, le contexte n'expliquerait pas spécialement l'activité d'un Robin des Bois. Mais on y reviendra. Il est possible que les textes sur Robin Hood aient subi des réécritures permanentes en fonction du contexte contemporain. Par exemple, on connaît les textes de la fin du Moyen-Âge, XIVe et XVe siècle, ceux dont je vous ai parlé, et ils collent assez bien avec le contexte historique. Parce qu'au XIVe, par exemple, contrairement au XIIe siècle, dans un contexte économique très difficile lié entre autres à la peste noire, l'Angleterre a été le théâtre de révoltes paysannes lors desquelles un personnage comme Robin des Bois, lui-même paysan, rappelons-le, aurait toute sa place. À moins qu'il ne représente les petits propriétaires terriens du XIIIe siècle qui résistent à l'intrusion du pouvoir royal dans leurs affaires. Mais toujours rien à voir avec le XIIe siècle. En fait, si les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur le contexte historique des textes, ils s'accordent en général à dire que les ballades traitent de conflits contemporains de leur composition. Et s'il y a un personnage qui accrédite cette thèse, c'est bien Frère Tuck. Au cinéma, on le voit se balader dans le Sherwood du XIIe siècle. Or, il n'y a pas de frères au XIIe siècle. Les religieux comme Frère Tuck ne sont pas des moines qui vivent dans des monastères. Ce sont des religieux itinérants issus de ce qu'on appelle les ordres mendiants, comme par exemple les dominicains ou les franciscains fondés par saint François d'Assise, ordre auquel appartient Frère Tuck. Et ces ordres mendiants ne sont apparus qu'au XIIIe siècle, donc après l'époque de Richard Cœur de Lion. Frère Tuck est apparu dans la littérature en 1475, il est donc probablement un écho de cette période et n'a rien à voir avec l'époque du prince Jean et de Richard Cœur de Lion.
Pour la petite histoire, l'une des caractéristiques de ces ordres mendiants est leur choix de vivre dans la plus grande pauvreté. Ces mouvements ont notamment vu le jour en réaction à la richesse parfois extravagante de beaucoup d'abbayes. Et finalement, c'est ce que reproche Robin des Bois aux moines, être trop riche et cupide. Donc si Robin des Bois devait choisir un religieux pour faire partie de ses compagnons, il aurait effectivement probablement choisi parmi les ordres mendiants. Le personnage de Frère Tuck est donc à la fois dans l'air du temps de cette fin du Moyen-Âge, mais aussi tout à fait cohérent au sein des ballades de Robin Hood. Enfin, vous avez forcément remarqué que dans tout ce que je vous ai raconté, il n'est jamais question de Marianne. Normal, elle n'existe pas encore. Ou plutôt, elle n'existe pas dans les textes. Il semblerait que le seul et unique amour du Robin des Bois médiéval, ce soit la Vierge Marie. On peut d'ailleurs dire qu'il y a globalement assez peu de représentations féminines dans les textes médiévaux mettant Robin des Bois en scène, et qu'à chaque fois, les femmes sont soit des facteurs perturbants, soit des personnages subversifs, bons ou mauvais. On a notamment la femme castratrice, meurtrière ou annonciatrice de mort. Comme c'est étonnant. Prenons l'exemple le plus évident, la ballade de la mort de Robin. Dans cette ballade, qui se trouve dans la Geste, Robin part à l'abbaye de Kirklees pour qu'on lui fasse une saignée, considérée à l'époque comme une sorte de soin. Et en chemin, il rencontre une vieille femme qui le maudit, mais on sait malheureusement pas pourquoi, parce que le livre est déchiré à cet endroit. Dommage. Cette vieille femme pourrait tout à fait être une sorte de banshee, comme celle dont je vous parlais dans l'épisode sur les origines d'Halloween, une vision annonciatrice de mort. Une fois à l'abbaye, Robin est trahi par l'abbesse, sa propre cousine, qui lui prend trop de sang. Elle le saigne à mort, si vous préférez. On a donc là deux représentations féminines assez peu positives. En tout cas, ce n'est pas parce que Marianne n'existe pas que Robin n'a pas de petites amourettes, comme le montre la ballade de Robin et le potier, dans laquelle Robin s'envoie très probablement en l'air avec la femme du shérif. Tant qu'à faire. Les femmes, dans les ballades liées à Robin Hood, sont finalement assez représentatives d'une certaine conception de la femme au Moyen-Âge, notamment dans les romans de chevalerie, à la fois objet de respect, inspiratrice, mais aussi par qui le malheur arrive. Les femmes des ballades sont souvent veuves, mariées ou vierges, c'est-à-dire qu'on ne les touche pas. Bon, à part la femme du potier, ou d'ailleurs les possibles relations sexuelles que Robin des Bois aurait eues avec elle sont complètement codées sous la forme de symboles, mais globalement notre héros contrôle plutôt bien sa libido et reste finalement assez proche d'un idéal de chevalerie, du moins à la fin du Moyen-Âge, alors qu'il n'est pas chevalier. Mais finalement, qui est Robin des Bois ? Vous vous en doutez, la question a torturé les esprits depuis la fin du Moyen-Âge, mais surtout au XIXe siècle. Premier réflexe, se tourner vers les sources, judiciaires notamment du fait du statut d'outlaw de notre héros. Et effectivement, on y trouve mention plusieurs fois de Robin Hood ou approchant. On a un Robert Hood, connu dans le Yorkshire en 1126, mais surtout on a plusieurs mentions au XIIIe siècle, comme Robert Rob Hood ou Robert Hood, notamment en lien avec une espèce de gang de la toute petite noblesse qui a été dépossédée par des nobles plus importants. Il y a donc beaucoup de candidats potentiels, mais lequel est le vrai ? Eh bien, aucun en fait. On pense surtout que c'était un pseudonyme, un surnom sous lequel certains prisonniers étaient inscrits sur les registres. Si ça prouve une chose, c'est que, comme le laissaient entendre les petites rimes dans Pierre le Laboureur, Robin des Bois est déjà tellement populaire à cette époque qu'il en est devenu un surnom. Et puis il faut dire qu'il y a eu notamment au XIXe siècle une énorme volonté de trouver un vrai Robin des Bois. Et quand on cherche, on finit toujours par trouver quelque chose à se mettre sous la dent et à le faire correspondre à ce qu'on veut. On a même cherché des preuves archéologiques qui sont d'ailleurs souvent sujettes à caution, par exemple au prieuré de Kirklees, qui lui existe bel et bien. Quand Robin, trahi par l'abbesse, comprend qu'il va mourir, il tire une flèche et demande à Petit-Jean de l'enterrer là où elle est tombée. De fait, on a trouvé une pierre sur le terrain du prieuré qui pourrait correspondre, mais en vrai, il semblerait qu'il n'y ait rien en dessous. De même, il y aurait soi-disant dans le village de Hathersage la tombe de Petit-Jean. C'est apparemment bien une tombe médiévale, mais dont le nom a été gravé bien plus tard. Sans compter les espèces de fausses reliques, comme le grand chêne de la forêt de Sherwood qui n'a que 500 ans, mais qui a été reconnu en 1790 comme étant celui sous lequel se réunissaient les hors-la-loi.
Et oui, désolé de vous gâcher ce plaisir, mais les chercheurs, les vrais, les sérieux, sont relativement unanimes. Robin des Bois n'a probablement jamais existé autrement que dans les chansons et sur le papier. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu un voleur, un brigand dont les histoires ont été transformées au fur et à mesure du temps, ce qui amènera d'autres brigands à revendiquer son nom. Question de prestige. Mais aujourd'hui, on a tendance à penser que le personnage de Robin Hood est 100% littéraire, mais pourrait cristalliser le souvenir de plusieurs rebelles qui ont marqué l'histoire d'Angleterre, des rebelles aujourd'hui oubliés comme le chef saxon Hereward the Wake. Robin Hood est sans doute un nom générique pour nommer les hors-la-loi et en cherchant absolument à lui trouver une véritable identité, les chroniqueurs et les anciens historiens ont finalement construit eux-mêmes cette identité. En parlant d'identité, si on s'arrêtait sur le nom du héros, A hood, c'est un capuchon ou une sorte de chaperon. Déjà, on notera qu'il n'est pas du tout question ici du petit chapeau de feutre avec une plume fichée dedans, comme on a l'habitude de le voir représenté. La mention du chaperon indique encore une fois que Robin n'est ni noble, ni chevalier, ni bourgeois. Et si en France on le connaît sous le nom de Robin des Bois, c'est sans doute suite à une mauvaise traduction. La graphie des mots hood et wood, qui veut dire bois, ayant varié pendant le Moyen-Âge. Mais comme Robin est associé à la forêt, ça passe. D'ailleurs, il n'est pas impossible que le nom anglais de Robin ait été Robin Wood à l'origine, un nom qu'on aurait déformé avec le temps. Et pour la petite histoire, Robin garde souvent son nom anglais, même dans la littérature française, au moins jusqu'au XIXe siècle. Mais, croyez-le ou pas, c'est le prénom de Robin le plus intéressant. C'est un prénom traditionnel dans la littérature médiévale française. On le trouve notamment dans des pastourelles, qui sont des chansons à l'ambiance campagnarde, mettant le plus souvent en scène un berger, une bergère et un chevalier. Et la littérature française regorge d'exemples d'histoires qui se passent dans la forêt. Donc, on a des textes qui racontent l'histoire de Robin des Bois en anglais, mais selon une tradition littéraire complètement française. Et oui, désolé les Anglais, Robin des Bois serait français. Il faut savoir que le français a été la langue de la cour d'Angleterre pendant longtemps au Moyen-Âge. On en reparlera tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que les Anglais avaient des terres sur le sol que l'on considère maintenant français. Donc la littérature française a facilement pu traverser la Manche. Et on pense que la traduction des pastourelles en anglais aurait été faite sous le règne d'Édouard Ier à la fin du XIIIe siècle. Un roi Édouard. À cette époque, les Anglais ont perdu tout leur territoire sur le sol français et luttent contre les Gallois et les Écossais. Il est possible que la tradition littéraire française, bien connue des élites anglaises, ait été reprise et traduite à ce moment-là sur les encouragements du roi pour renforcer une identité anglaise, notamment par le biais de la langue, pour angliciser une tradition française. Le passage du français, la langue de cour, à l'anglais a permis à ces histoires de circuler dans le milieu populaire, comme les tavernes, et explique pourquoi au XIVe siècle, quand on va commencer à coucher ces histoires sur le papier, Robin des Bois est déjà une figure familière aux Anglais. Robin Hood est donc définitivement une construction littéraire d'origine française mélangée aux figures populaires des hors-la-loi anglais. Et c'est sous cette forme que Robin des Bois va entrer dans le XVIe siècle, la Renaissance. À l'orée du XVIe siècle, Robin des Bois est une figure plus populaire que jamais et dans tous les sens du terme. C'est une figure du peuple. À tel point qu'au XVe siècle et tout au long du XVIe siècle ont lieu les Robin Hood Games en lien avec les fêtes de May Day. Alors May Day, c'est la fête du 1er mai, issue d'une fête très ancienne qu'on connaît chez les Celtes mais qui est peut-être antérieure, la fête de Beltane. Pour faire court, la fête de Beltane, c'est le pendant de la fête de Samhain. Oui, je sais, on va loin, mais je vais revenir, vous inquiétez pas. Samhain, c'est le début de la saison sombre dans le calendrier celte qui ne compte que 2 saisons. Et tout comme Samhain est devenu Halloween, je vous renvoie à l'épisode 3 sur les origines d'Halloween, Beltane est devenu May Day, qui célèbre le début de la saison claire 6 mois plus tard, le retour du printemps, le renouveau de la nature, etc. C'est dans ce cadre tout à fait païen, il faut le noter, qu'ont lieu les Robin Hood Games, des fêtes de village autour de Robin des Bois, dont la première mention écrite, date de 1426 à Exeter, mais pour lesquelles on a plusieurs centaines de références. Il y en avait un peu partout de ces jeux qui participaient à l'expression de l'identité des villages anglais, notamment ceux dont la survie dépendait de la forêt. Logique.
Mais alors, qu'est-ce qu'on faisait pendant ces jeux ? On s'amusait beaucoup, on faisait des processions dans le village, parfois il y avait des compétitions d'archers et on y jouait aussi des pièces de théâtre, du théâtre de rue, et souvent des pièces assez violentes. On en a quelques fragments qui nous sont parvenus et par exemple, on peut avoir des personnages qui envisagent de tuer Robin, lui couper la tête et la planter au bout d'une pique dans la forêt. Là-dessus, ça change pas vraiment du contexte médiéval. Et puis on y boit beaucoup de bière pendant ces jeux. Tout ça se passe dans une certaine forme d'agitation, à tel point que les autorités craignent régulièrement des débordements, voire des émeutes qui se sont peut-être bien produites si on considère que les Robin Hood Games ont été bannis à plusieurs endroits. La particularité de ces jeux, outre qu'on y trouve la mention d'un frère religieux qu'on a assimilé à frère Tuck, c'est que Robin n'y est pas célébré seul. Il est le roi de Mai et il a une compagne, une reine de Mai, qui s'appelle Marianne. Le personnage de Marianne est donc probablement issu des jeux populaires de Mai. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit que Marianne n'existait pas encore au Moyen-Âge. C'est vrai dans les textes, mais comme on ne sait pas à quand remontent vraiment ces Robin Hood Games, sans doute avant qu'ils ne soient mentionnés par écrit à la toute fin du Moyen-Âge, il est tout à fait envisageable que Marianne ait existé au Moyen-Âge dans la culture populaire orale autour de Robin des Bois. Toujours est-il qu'elle est bien présente pendant la Renaissance et que ses origines sont probablement aussi littéraires et aussi peu anglaises que celles de Robin des Bois. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que Robin était sans doute né de la littérature française et plus particulièrement des pastourelles. En fait, il y en a une précisément qui pourrait être à l'origine de tout, c'est une pastourelle intitulée Le jeu de Robin et Marion, écrite par le trouvère français Adam de la Halle au XIIIe siècle. Dans ce texte, une sorte de pièce de théâtre entrecoupée de chansons, on y raconte l'histoire de la bergère Marion, qui, comme souvent dans ce genre de littérature, est harcelée par un chevalier qu'elle repousse parce qu'elle est amoureuse du berger Robin. Et cette pastourelle a été traduite en anglais en 1376, donc au XIVe siècle, et les chercheurs pensent que le personnage de Marianne serait né de celui de Marion. D'ailleurs, Marion et Marianne en anglais se prononcent quasiment de la même façon. Et puis Marion et Marianne signifient littéralement « petite Marie ». Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix... Non, rien à voir avec Francis Cabrel. Marion et Marianne sont des références à la Vierge Marie. Rappelez-vous, Robin est très dévot, mais uniquement envers la Vierge Marie. Quoi de plus normal du coup qu'il tombe amoureux d'une femme dénommée Petite Marie ? Et donc, si Robin est français, il semblerait bien que Marianne le soit aussi. Et ce personnage de Marianne, bien présent à la Renaissance, va s'installer durablement dans la légende à la fin du siècle, en même temps que Robin va changer de statut. Il faut dire que le contexte politique et religieux est particulier en Angleterre dans la première moitié du XVIe siècle. C'est Henri VIII qui règne à ce moment-là. Vous savez, le roi qui a épousé 6 femmes et en a fait décapiter un certain nombre. Pour pouvoir épouser la seconde, il a carrément rompu avec Rome et c'est comme ça que l'Angleterre est devenue protestante. Bon, c'est très résumé, mais ça vous donne une idée. Et si pour les catholiques, la Vierge Marie est une sorte de pont entre les fidèles et Dieu, c'est pas le cas chez les protestants. Et de fait, la dévotion extrême de Robin des Bois envers la Vierge Marie est un peu désuète au XVIe siècle, voire carrément hors sujet. Et le personnage s'est retrouvé au rang des déclassés, des personnes sans éducation. Ce sont 2 pièces de théâtre écrites par Anthony Munday en 1598, à la toute fin du siècle donc, qui vont permettre de réinventer tout le personnage de Robin et son contexte. Car Robin, en cette veille du XVIIe siècle, devient noble. Les 2 pièces de Munday s'intitulent respectivement La chute de Robert, comte de Huntington, et La mort de Robert, comte de Huntington. Vous l'avez compris, Robin, c'est Robert, et il est devenu un aristocrate, comte de Huntington. Pourquoi est-il devenu subitement noble ? Outre la problématique religieuse dont j'ai parlé, il faut savoir qu'à l'époque, nous sommes sous le règne d'Élisabeth Ier, les pièces de théâtre jouées à Londres le sont par des compagnies appartenant à des gens fortunés. Et donc, on écrit pour la noblesse, ce qu'a fait Anthony Munday, et ce qui a amené à une sorte de réappropriation de la figure de Robin des Bois par les élites. Et c'est pas le seul changement majeur, parce que c'est à ce moment-là que le mythe de Robin des Bois va être durablement déplacé au XIIe siècle, pendant le règne de Richard Cœur de Lion, et plus précisément au moment de la Troisième Croisade.
Robin des Bois, le comte de Huntington, est dépossédé de ses terres par le prince Jean, alors que Richard est parti en croisade, et Robin part dans la forêt en attendant le retour de Richard. Voilà qui nous est beaucoup plus familier. Le changement est d'autant plus facile à faire que, rappelez-vous, les ballades médiévales sur Robin des Bois ne nomment quasiment jamais le roi en question, il suffit donc d'en choisir un. L'objet de la lutte de Robin change aussi forcément, de paysan luttant pour ses droits, il devient un homme du roi qui défend ses biens tout en étant loyal à l'égard du pouvoir légitime et en œuvrant pour le retour du roi. Techniquement, Robin ne vole toujours pas les riches, le groupe auquel il appartient désormais, mais ne vole plus les ecclésiastiques. Par contre, cette intégration du héros dans les classes dominantes va de pair avec une récupération des valeurs chevaleresques et donc une forme de générosité qui commence tout doucement à le rapprocher de la figure de bandit au grand cœur. Bien sûr, notre Robin des Bois gentrifié ne peut se contenter d'une amourette avec une reine de mai. De fait, dans les pièces d'Anthony Munday, Marianne aussi change de statut. Enfin, plus précisément, elle s'appelle Mathilda, puis se renomme Maid Marianne quand elle rejoint Robin dans la forêt. Marianne est maintenant une jeune fille de bonne famille, en l'occurrence la fille de Lord Fitzwater, que Robin est censé épouser quand il est brusquement déclaré hors la loi. L'intrigue tourne beaucoup autour de la cour très pressante que fait le prince Jean à Marianne, tandis que, curieusement, Robin, alias Robert, semble beaucoup plaire à la reine-mère Aliénor, la mère du prince Jean et du roi Richard. Marianne, en devenant aristocrate, n'est plus une amante potentielle mais se rapproche plutôt d'une muse, toujours dans le cadre des valeurs quelque peu fantasmées de la chevalerie et de l'amour courtois. D'ailleurs, le sobriquet Maid est très clair pour le public de l'époque. Ça renvoie à la chasteté de Marianne et Anthony Munday multiplie les allusions à ce sujet. Et en ça, il fait une référence, volontaire ou non, à la geste médiévale dans laquelle il est précisé que les femmes n'ont rien à craindre de Robin et de ses compagnons. Mais cette réorientation radicale de la légende dans les pièces de Munday ne sort pas tout à fait de nulle part. En effet, l'auteur s'appuie notamment sur des ouvrages d'historiens écossais qui font partie de ces gens dont je parlais tout à l'heure et qui ont tenté de trouver coûte que coûte une trace d'un Robin des Bois historique. Et notamment l'un d'entre eux, John Major, rien à voir avec l'ancien Premier ministre anglais, dans une chronique lapidaire de son Histoire de la Grande-Bretagne en 1521, est le premier à suggérer que Robin des Bois aurait vécu au temps de Richard Ier. Le comte de Huntington a d'ailleurs bel et bien existé et est toujours resté fidèle à Richard. Et pour la petite histoire, un manuscrit censé avoir été écrit à la fin du XVIe siècle introduit un nouvel élément qui sera repris bien plus tard, la potentielle naissance de Robin des Bois dans le village de Loxley. En tout cas, les pièces d'Anthony Munday ont connu un immense succès et ont contribué à graver certains aspects de la légende dans le marbre, avec une forme de médiévalisme avant l'heure, comme la transformation des hors-la-loi de Sherwood en Merry Men, les joyeux compagnons de Robin des Bois. Le statut de Marianne et celui de Robin se figent, de même que le fameux contexte historique du XIIe siècle, sur lequel j'aimerais revenir en détail pour clore cet épisode. L'image qu'on a de Richard Cœur de Lion et du prince Jean, nous, Français, est très influencée par la légende de Robin des Bois et surtout par les versions que le cinéma en a données. Une version somme toute très manichéenne entre un prince Jean mal aimé de ses parents, usurpateur, déloyal, souverain tyrannique, et le bon roi Richard, parti en croisade, droit et courageux, trahi par son frère. Cet épisode est donc l'occasion pour moi de revenir sur cette période particulière de l'histoire d'Angleterre et de France aussi, et de brosser à grands traits le portrait de ces deux rois. Mais avant de commencer, une petite précision concernant les sources à notre disposition sur ces deux énergumènes couronnés. Les sources émanent principalement des chroniqueurs, c'est-à-dire des personnes qui écrivent des chroniques dans lesquelles elles racontent les événements importants de leur époque. Ce sont donc la plupart du temps des témoins directs. Le problème, c'est que ces chroniqueurs ne sont jamais neutres, bien au contraire. Par exemple, les chroniqueurs français écrivent des textes à charge contre la royauté anglaise, ce qui s'explique par le contexte de guerre continuelle entre les deux royaumes. Donc autant dire que les historiens marchent sur des œufs avec ce genre de matériel, qui est toutefois le plus important qu'ils aient en leur possession, donc impossible à laisser de côté. Ces précisions étant faites, penchons-nous un peu sur la famille Plantagenet dans laquelle sont nés les petits Richard et Jean, une famille comme on les aime, bien dysfonctionnelle. Jean et Richard sont les fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine.
Le nom d'Aliénor ne vous est sans doute pas inconnu et pour cause, elle a la particularité d'avoir été reine 2 fois. Tout d'abord reine de France aux côtés de Louis VII, qui va faire annuler ce mariage sous les prétextes de consanguinité, alors que ce qui le gêne, c'est juste qu'Aliénor a accouché de 2 filles et pas de garçons. C'est une grosse erreur tactique car Aliénor est duchesse d'Aquitaine. Rappelons que le royaume de France ne ressemble alors absolument pas à la France de maintenant. Ce n'est qu'un tout petit territoire, entouré par d'autres fiefs, dont l'énorme duché d'Aquitaine que le roi de France perd en annulant son mariage. En plus, manque de bol, Aliénor, dont il faut admettre qu'elle sait rebondir, épouse Henri de Plantagenet et devient donc reine d'Angleterre et amène l'Aquitaine avec elle. De son côté, Henri II a des terres en France aussi. Il est duc de Normandie, comte d'Anjou, de Maine et de Touraine, blablabla. Et en plus, il va rapidement faire main basse sur la Bretagne. Donc, après leur mariage, le royaume d'Angleterre compte des territoires qui occupent plus du tiers de la France actuelle. Des territoires hétéroclites pour lesquels, par un principe de vassalité, le roi d'Angleterre doit prêter hommage au roi de France. C'est pour ça que c'est si compliqué, les serments de fidélité ne sont jamais respectés d'un côté comme de l'autre. Aliénor est clairement une femme de pouvoir, elle a 12 ans de plus que son deuxième mari, ce qui est assez inhabituel, faut le dire, et circulent sur elle des rumeurs de femmes légères et adultérines qu'on ne peut bien évidemment pas vérifier. Henri II traîne aussi une sale réputation, notamment celle de s'envoyer en l'air avec à peu près tout le monde, et notamment avec des femmes non consentantes. Il est par exemple accusé d'avoir violé sa nièce, Adèle, la fille du roi de France, longtemps fiancée à Richard, un fait connu même à la cour de France. On a l'image d'un être irascible, assez impitoyable, une sorte de père castrateur qui ne s'entendait pas du tout avec ses fils. En fait, cette famille traîne une telle réputation qu'au XIIe siècle, il circule une rumeur attribuant aux Plantagenets une origine diabolique. Rien que ça. Et c'est donc dans ce doux cocon que naissent Richard en 1157 et Jean en 1166. Henri II et Aliénor ont 8 enfants, dans l'ordre Guillaume, Henri dit le Jeune, Mathilde, Richard, Geoffroy, Aliénor, Jeanne et le petit dernier, Jean. Guillaume l'aîné meurt à l'âge d'1 an, et que ce soit Richard ou Jean, ils ne voient que très peu leurs parents et sont élevés par des nourrices. De quoi un peu tordre le cou à la rumeur selon laquelle Jean était particulièrement mal aimé de sa mère. Oh, mère! Mère a toujours préféré Richard à moi. Si les événements ont tendance à montrer qu'Aliénor avait sans doute une légère préférence pour Richard, elle a surtout fait le gendarme dans la vie des uns et des autres, et elle a aussi aidé Jean quand il en a eu besoin. Par contre, c'est vrai que quand Jean est né, ses parents ne s'entendaient déjà plus. En 1169, Henri II va prendre une décision qui va être le creuset d'une véritable guerre intrafamiliale. Il va décider du partage de ses terres. L'année suivante, il fait couronner roi d'Angleterre avec beaucoup trop d'avance Henri le Jeune, son aîné, à qui il fait don en plus de la Normandie et d'autres possessions en France. En 1172, Richard a 15 ans et il reçoit officiellement le titre de duc d'Aquitaine en même temps que les terres de maman Aliénor et ses fiançailles avec Adèle, la fille du roi de France qui vient donc, pour son plus grand malheur, vivre à la cour d'Angleterre. Geoffroy, le troisième frère, reçoit la Bretagne, mais pour Jean, Henri II n'a rien prévu. Certes, Jean n'a que 6 ans, mais tout de même. Et le plus cruel dans l'histoire, c'est que c'est Henri II, son propre père, qui a donné à Jean le sobriquet de John Lackland, Jean sans terre. Et c'est en 1173, juste après, que ça part en vrille. Henri II finit, pour des raisons politiques, par prendre quelques châteaux à Henri le Jeune pour les donner à Jean, mais l'aîné, mécontent, se révolte contre son père et part bouder auprès du roi de France, bientôt suivi par ses frères Richard et Geoffroy. Henri II met difficilement de l'ordre dans tout ça et les réconciliations sont de façade. Henri le Jeune s'en prend ensuite à Richard dans un long conflit pour des terres, toujours des terres, et le frère aîné va finalement mourir de dysenterie sur les routes d'Aquitaine. À cette époque, Richard a déjà acquis une réputation de chevalier sans pitié, parfois cruel, et versatile aussi. Un troubadour l'avait même surnommé Hoc et No, qui veut dire oui et non. Jean, de son côté, est grand maintenant et papa le fait roi d'Irlande et lui demande d'aller sur place pour imposer la royauté anglaise aux Irlandais récalcitrants. C'est un fiasco total. Jean n'est visiblement pas doué pour la guerre. Après la mort stupide de Geoffroy dans un tournoi l'année suivante, il n'y a plus grand doute, ce sera Richard, le prochain roi d'Angleterre, puisqu'il est maintenant l'aîné.
Et il n'a toujours pas épousé Adèle, sa fiancée, à la grande colère du roi de France. Malgré tout, les désaccords croissants entre Richard et son père amènent le futur cœur de lion à pactiser avec les Français. Trahison, disgrâce. Richard et Philippe Auguste, nouveau roi de France, luttent donc maintenant tous les deux contre Henri II, vieux, usé et malade, d'autant que Jean est passé du côté des rebelles entre-temps. Trahi par tous ses fils, Henri II s'éteint en 1189, une mort que beaucoup de vassaux vont reprocher à Richard, puis à Jean. Richard est donc finalement couronné roi d'Angleterre et se met à diriger le pays. Non. Richard est bien couronné roi, mais au lieu de diriger le pays, le premier truc qu'il fait, c'est de partir en croisade parce que Jérusalem est tombée aux mains des musulmans. La croisade, c'est une obsession chez lui. Il faut dire qu'il aime la guerre. Mais une croisade, ça coûte très cher, et pour payer une flotte qui soit digne de lui, Richard assomme l'Angleterre d'impôts et pressurise les Anglais. Oui, j'ai bien dit Richard. Et même si le royaume est en bonne forme économique, les taxes s'amoncellent. Richard vend des titres, des privilèges, des terres, des châteaux, des postes de shérif en veux-tu en voilà. C'est une grande braderie qu'il assume totalement. Il dira même « Je vendrais Londres si j'avais un acheteur ». 10 mois après son couronnement, le voilà parti, mais avant de prendre la mer, il a intimé à Jean l'ordre de ne pas mettre les pieds en Angleterre pendant 3 ans. Oui, il se méfie quand même. Alors que les terres qu'il vient tout juste de lui donner sont en Angleterre. Le souci, c'est qu'il lui a quand même filé quasiment le tiers du royaume d'Angleterre. Il tend un peu le bâton pour se faire battre, le Richard. D'ailleurs, parmi les terres maintenant sous l'égide de Jean, se trouve le fameux comté de Nottingham. Le roi Richard fait un arrêt très long en Sicile, et là, maman Aliénor, 70 ans quand même, arrive avec une jeune femme, Bérengère de Navarre, pour la marier à son fils. Richard explique donc au roi de France, ulcéré, qu'il n'épousera pas Adèle, avec qui il est fiancé depuis presque 20 ans. J'en profite ici pour faire un petit aparté sur l'homosexualité supposée de Richard, que beaucoup ont fait reposer sur le fait qu'il avait partagé le lit du roi de France, à une époque. Et c'est effectivement arrivé. Or, ça arrivait souvent à cette époque-là, et ça n'avait aucune signification romantique. Par contre, le fait qu'il soit resté fiancé à Adèle pendant 20 ans sans se marier, et qu'il ait tellement peu fréquenté Bérengère de Navarre au cours de leurs 9 ans de mariage qu'elle ne tombera jamais enceinte, est potentiellement un indice. Mais comme pour beaucoup de choses, on n'en a aucune preuve. Bref, Richard arrive finalement en Terre Sainte et avec Philippe Auguste, ils vont jouer à celui qui pisse le plus loin jusqu'à ce que le roi de France reparte, fâché de jouer les seconds rôles derrière Richard qui se comporte comme le patron. Richard et Saladin, le chef musulman, entament alors une lutte qui est par la suite devenue légendaire, bien qu'ils ne se soient jamais affrontés directement. Il faut dire qu'ils se ressemblent, cultivés et cruels à la fois. Richard, en Terre Sainte, est à la fois connu pour ses actes de bravoure et ses victoires, et pour des actes de cruauté terribles. Il est à la fois chef victorieux de la bataille de Jaffa, très largement mythifiée par la suite, où 300 croisés ont tenu en respect une armée entière, et celui qui a décidé de la décapitation systématique de 3000 prisonniers musulmans, une décision abominable qui lui sera particulièrement reprochée à l'époque. Et pendant ce temps, Jean, qui n'a pas suivi les ordres de son grand frère, est de retour en Angleterre. Il évacue les personnes nommées par Richard pour gouverner, puis est nommé régent de tout le royaume et successeur en cas du décès du roi. Mais en toute légalité, je précise. Dans un premier temps, Jean préserve le gouvernement de son frère, et puis Philippe Auguste, rentré de Terre Sainte et qui ne décolère pas, invite Jean à venir à Paris, l'air de rien. Heureusement, maman Aliénor veille au grain et empêche le petit dernier de tomber dans les griffes de Philippe Auguste. Mais Jean souhaite obtenir plus de pouvoir et se met à dos une bonne partie des élites anglaises. Ça sent donc le roussi en Angleterre pour Richard qui est mis au courant et décide de rentrer. De toute façon, il a renoncé à libérer Jérusalem, ses caisses sont vides et sa santé est mauvaise. On est alors en 1193 et le problème c'est qu'il va mettre 1 an et demi à rentrer au lieu de 2 mois. Parce que s'il est un héros en Terre Sainte, il a beaucoup d'ennemis en Europe et Richard sait qu'il est attendu de pied ferme. On ne sait pas tout de ces péripéties, pour certaines assez rocambolesques, il faut le dire, d'autant que les chroniqueurs ont brodé par-dessus, mais pour faire vite, il a été arrêté sur le chemin par les hommes du duc d'Autriche et enfermé au château de Dornstein.
Le duc et l'empereur décident tous les deux d'exiger, entre autres, une rançon de 100 000 marks, une somme absolument colossale pour l'époque. Pendant ce temps, à peine la capture de son frère ébruitée, Jean court rendre hommage à Philippe Auguste pour les territoires plantagenets en France, mais Philou, qui voit là la bonne aubaine, envahit direct la Normandie. Et Jean, malgré ses efforts, n'arrive pas à se faire reconnaître roi d'Angleterre. Il finit donc par recourir à la force avec l'aide du roi de France. C'est Aliénor, une fois encore, qui gère la situation, met les côtes anglaises en défense pour prévenir une invasion française et qui essaye de récolter la rançon pour son fils à grands coups de taxes, de réquisitions dans les églises et les monastères et de multiplication d'amendes. Jean perturbe la collecte de la rançon comme il peut, il ne veut pas voir son frère revenir, mais il est peu suivi. Il va même donner de l'argent à l'empereur, de même que Philippe Auguste, pour qu'il garde Richard. Il faut dire que Jean a abandonné beaucoup de territoires plantagenets au roi de France. Il a de quoi flipper, le prince Jean. Manque de bol, fin 1193, Richard est finalement libéré. Complètement flippé, Jean se réfugie en Normandie et Richard, auréolé de sa gloire de croisée, fait un voyage de retour triomphal en compagnie de sa mère et rentre en Angleterre après 3 ans et demi d'absence. Et là, il se met enfin à régner. Ah bah non, toujours pas. Il confisque ses terres à Jean, il purge le gouvernement et il repart au bout de 2 mois en France faire la guerre à Philippe Auguste. Parce que c'est moi qui ai la plus longue. Et une guerre, eh ben ça coûte cher. Les taxes, magnifiques taxes. Les sujets anglais qui connaissent à peine Richard en fait, vont payer la note et vont être pressurisés comme jamais encore. Jean et Richard finissent par se revoir quelques mois après, une rencontre pendant laquelle Richard prendra soin d'humilier son frère qu'il traitera comme un enfant. Jean fait profil bas et se remet au service du roi dans sa guerre contre Philippe Auguste et lui sera de nouveau fidèle. Mais en 1199, coup de théâtre, Richard, qui est alors occupé à tout dévaster du côté de Limoges, se prend un carreau d'arbalète dans l'épaule. La blessure montre très vite des signes de gangrène, il écrit à sa mère qui accourt à son chevet et il meurt dans ses bras. Après la mort de Richard, Jean, sur les conseils de sa mère, se dépêche de se faire reconnaître roi pour éviter de se faire damer le pion par son neveu, Arthur, plus vieux que lui, contre qui il a pris les armes. Il finit par capturer le dit Arthur, et c'est là que ça part en cacahuète pour Jean. Arthur va être jeté en prison, puis disparaître. Littéralement. On ne retrouvera jamais son corps. La plupart des chroniqueurs de l'époque accusent Jean, et que ce soit vrai ou pas, ça va très largement contribuer à alimenter la légende noire de l'horrible et cruel prince Jean. Dans un climat déjà délétère, Jean perd une partie de ses soutiens suite à ce potentiel meurtre. Il n'a plus les moyens de faire face à Philippe Auguste et il perd un par un tous les territoires plantagenets sur le sol français actuel. Vous ajoutez à ça une dispute avec l'Église. Le pape va en 1208 jeter l'interdit sur le royaume d'Angleterre, c'est-à-dire que les services religieux seront suspendus à l'exception du minimum syndical, avant de carrément excommunier Jean, une sanction religieuse particulièrement grave. Après quelques méfaits, Jean finira par se soumettre au pape et lui promettre de l'argent. Le problème, c'est que de l'argent, il n'en a pas beaucoup. Du coup, il demande un effort financier pour sa lutte contre le roi de France aux Anglais, déjà pressés comme des citrons par la croisade de Richard et sa rançon. À son retour en Angleterre, Jean essaie de mettre au pas les barons qui ne l'ont pas aidé, mais manque de bol, les barons ne se laissent pas faire. Leur action devient collective et ils offrent même le trône d'Angleterre au fils du roi de France. Je rentre pas dans les détails parce que c'est très long et très compliqué, mais tout ça va se terminer par une véritable guerre civile et énormément de violence. Jean part piller les terres des barons infidèles mais minés par les défections, par son territoire qui se réduit comme peau de chagrin et par un débarquement des Français sur les côtes anglaises, et oui. Pourchassé dans son propre royaume, il se réfugie à Newark, où il meurt, sans doute de dysenterie. Nous sommes en 1216. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Eh bien déjà que le bon roi Richard n'était pas si bon que ça. Il faut savoir qu'aux yeux des Anglais, Richard est avant tout considéré comme un roi absent, encore maintenant. En 10 ans de règne, il a résidé 2 fois en Angleterre, 6 mois en tout. Il ne parlait même pas anglais.
Il a aussi très largement utilisé l'Angleterre comme une banque pour financer ses exploits à l'étranger. Il aurait extorqué à l'Angleterre plus d'argent qu'aucun roi avant lui depuis l'avènement des Normands, 2 siècles avant, alors qu'il n'y a même pas vécu. Le prince Jean a aussi demandé un très gros effort financier à la population dans un contexte beaucoup moins favorable, et c'est sans doute pour ça qu'on se souvient de lui comme un roi abusif, mais son frère n'a pas fait mieux, qui plus est pour ses propres desseins guerriers. De plus, la cruauté de Richard qui a pillé et incendié à tout va en France est plus que prouvée. Mais alors d'où lui vient cette réputation si positive ? Tout d'abord le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pays était plutôt stable au XIIe siècle. Ensuite, son statut de croisé. On a un peu de mal à l'imaginer aujourd'hui, mais partir en croisade vous auréolait d'une forme de gloire, d'autant plus que, malgré ses exactions, il a gagné quelques batailles importantes qui ont renforcé ce statut. Last but not least, sa renommée vient aussi du mouvement romantique du XIXe siècle, dont on reparlera dans le prochain épisode, notamment via l'écrivain Walter Scott qui lui donne un statut de héros, statut que le cinéma va finir d'ancrer dans notre imaginaire. À ces 3 raisons, j'ai bien envie d'en rajouter une 4e, le fait que, comparé à son frère Jean, Richard ne peut que briller. Jean n'est pas allé à la croisade, ses expéditions militaires ont la plupart du temps été un échec. Il a trahi son frère, violé son serment de rester loin de l'Angleterre, il s'est mis beaucoup de monde à dos et a perdu la plupart des terres de sa famille. Clairement, comme roi, il était vraiment pas doué. La réputation de cruauté qui lui est attachée est aussi probablement vraie. Il abandonne ses adversaires en prison dans des conditions indignes, multiplie les prises d'otages et exécute parfois des otages, même si ce sont des enfants. Mais en ça, il n'est pas vraiment différent de son frère. Le problème, c'est que les chroniques qui parlent de lui datent soit du début de son règne, soit bien après, alors que l'on commence à broder sur sa vie et à construire sa légende noire. Beaucoup le voyaient comme jaloux de son frère Richard, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit de leur jeunesse. Les frères Plantagenets ont passé leur vie à se jalouser. De quoi donner du grain à moudre à tous ceux qui prétendaient que cette famille avait des origines diaboliques. Pour finir, revenons à notre Robin des Bois, parce que c'est quand même lui le héros. Pourquoi a-t-on finalement placé les aventures de Robin des Bois à cette époque ? À y regarder de plus près, les romans puis le cinéma placent toujours l'intrigue pendant l'absence du roi Richard, et particulièrement pendant les 2 ans de sa captivité. Déjà, c'est assez crédible. Richard parti, les shérifs ont pu facilement en profiter. C'est d'ailleurs monnaie courante, à tel point que Henri II avait déjà envoyé des enquêteurs se renseigner sur les exactions commises par les shérifs. De plus, à cette époque, les forêts couvrent un tiers de l'Angleterre, ce qui en fait un refuge parfait pour les hors-la-loi qui défient les lois forestières particulièrement lourdes. De plus, rappelez-vous, ce sont les shérifs qui collectent l'impôt. En ces temps d'oppression fiscale, quand bien même Richard en était très largement responsable, la lutte contre un shérif abusif était tout à fait crédible. Enfin, la vie de Richard est parfaite pour créer des histoires. On a un roi qui se déguise pour rentrer au pays, une rançon énorme que la piété populaire permet de rassembler, l'usurpation du pouvoir par le méchant frère et une captivité très romanesque de Richard puisqu'il a profité de ce temps libre pour écrire de la poésie. Véridique. Enfin, on a 2 disparitions très romanesques elles aussi, la croisade puis la séquestration. On est là sur l'archétype du roi absent mais dont on sait qu'il reviendra. Et ça fait directement référence à un autre roi d'Angleterre encore plus mythique, le roi Arthur. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Il faut rappeler que les romans arthuriens sont nés au XIIe siècle, sous les Plantagenets, qui les ont très largement diffusés pour ancrer leur propre dynastie dans une origine mythique valorisante. Et 800 ans plus tard, le cinéma va entretenir cette confusion en donnant aux mêmes acteurs des rôles de chevalier de la table ronde et de Robin des Bois, le meilleur exemple restant Sean Connery qui a joué Robin des Bois dans La Rose et la Flèche, le roi Richard dans Le Prince des voleurs et le roi Arthur dans Lancelot le premier chevalier. Voilà, vous êtes incollables sur le prince Jean et le roi Richard, et vous savez tout sur le Robin des Bois des origines. Et même si on commence à voir s'esquisser la figure du bandit au grand cœur qu'on connaît aujourd'hui, il va connaître encore beaucoup de changements, notamment entre le XVIIIe et le XXIe siècle. Mais ça, je vous le raconterai la prochaine fois.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à le noter sur les plateformes qui le permettent. En attendant la sortie de la suite de cet épisode, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et depuis peu sur Blue Sky et Mastodon. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.